Moustapha Diouf, qui a présenté le collectif constitué pour assurer la défense des intérêts de M. Cheikh Oumar Anne, ex-directeur général du COUD et actuel ministre de l'Enseignement supérieur. Si nous avons tenu cette conférence de presse, c'est parce que simplement il était quelque part temps de rétablir quelque part la vérité des faits. Puisque depuis 2015, donc plusieurs années, que notre client subit pratiquement les foudres d'un groupe d'individus qui se dit mu par l'intérêt national, en réalité animé par d'autres intentions, et qui n'a de cesse été attaqué de toutes parts sur la fameuse gestion du COUD. Et pour combler le tout, et couronner le tout plutôt, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a, le 1er février dernier, on a, semble-t-il, sorti un livre intitulé « Scandale de la République », 2 points, le dossier du COUD. Et pour cela, on a invité toutes les personnes qui en réalité n'étaient que dans l'opposition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'était pas là pour dénoncer, mais en réalité on était là pour lutter contre un régime. Et donc en fait nous avons senti cette nécessité parce que simplement on a crié Urbi et Orbi que Cheikh Oumar Anne ne porterait pas plainte, ne porterait jamais plainte d'ailleurs. On l'a dit partout. Mais depuis que M. Anne a réagi, a déposé une plainte, parce que simplement la citation directe en police correctionnelle qui a été servie à M. Modignan et à M. Pape Alé Niang est une plainte qui saisit directement le tribunal. C'est-à-dire, nous, on ne passe pas par le procureur, qui, dans le cadre de ses prérogatives, peut ordonner l'ouverture d'une enquête qui va traîner pour nous. Nous estimons qu'il y avait lieu de citer directement les mises en cause devant le tribunal. Et il leur appartiendra maintenant, désormais, de rapporter la preuve de ce qu'ils ont avancé dans ce livre. Et pour cela, la loi leur donne 10 jours, je précise bien 10 jours, à compter de la citation, pour rapporter la vérité des faits que nous qualifions de diffamatoires, sous peine de déséance. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les faits qu'on reproche à M. Cheikh Oumar Anne, c'est que ces faits-là, nous les avons énumérés dans la citation directe que nous avons servi aux mises en cause, c'est-à-dire à M. Modignan et à Pape Ali. Et tout récemment, notamment hier, nous avons servi une nouvelle citation directe à Mme Nafi Ngom Keïta pour complicité de diffamation. Parce que nous estimons qu'au regard des éléments qui sont dans le dossier et qu'au regard des éléments dont nous disposons, que M. Pape Alé Niang et Modignan n'ont pas pu écrire ce qu'ils ont écrit sans l'aide et l'assistance de Mme Nafi Ngom Keïta, qui, j'espère bien, aura le courage de comparaître à l'audience pour répondre du délit de complicité pour lequel nous l'avons cité à comparer. Autant d'éléments qui prouvent qu'en réalité, M. Cheikh Oumar Anne, qu'on a jeté en pâture, je précise bien qu'on a jeté en pâture, qu'on a présenté comme un prédateur, donc financier, qu'on a présenté comme un détourneur de deniers publics, que cette personne dise qu'aujourd'hui, mais moi je veux laver mon honneur.
C'est son droit le plus absolu. Parce qu'on m'a accusé de tous les maux d'Israël. Et donc, j'estime que les faits qui sont relatés, les allégations qui sont relatées, les imputations qui sont faites dans le livre portent atteinte à mon honneur et à ma considération. Et donc, je demande aux personnes concernées de rapporter la preuve de ce qu'elles avancent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons engagé ces procédures au nom et pour le compte de M. Cheikh Oumar Anne. Et donc, l'audience est prévue pour le 10 mars. Évidemment, dans le cadre de la procédure de diffamation, le tribunal fixera le montant de la consignation et va renvoyer le dossier à une autre date pour le paiement de la consignation et éventuellement la plaidoirie. Donc nous estimons et nous espérons qu'avant cette date, que M. Pape Alé Niang, M. Modignan et Mme Nafi Ngom Keïta vont nous rapporter la preuve contraire de ce que nous estimons être diffamatoire et qui est consigné dans le livre de M. Pape Alé Niang, scandale au cœur de la République, 2 points, le dossier du coude. Pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire et vous présenter en laissant la parole à mes autres confrères. Le déclic et le livre peut-être est venu à la bonne heure pour lui permettre aujourd'hui de donner sa version des faits. Parce que les gens, le Sénégal, les gens font difficilement l'exercice d'aller à la source et d'eux-mêmes de s'interroger et de chercher les propres réponses. Mais on se contente souvent des ouï-dire. Quelqu'un a écrit un livre, Pape Alé a écrit un livre, donc tout ce qu'il dit c'est vrai. C'est comme aujourd'hui on dit à quelqu'un, vous m'excuserez de l'expression, de mais bon, qui wax nako, donc c'est à toi de prouver que tu ne l'es pas. Le Sénégal est arrivé à ça. Et si vous regardez, faites l'exercice d'aller regarder le rapport de l'OFNAC. Vous verrez que tout ce qu'on raconte dans le livre, à 99% ne vient pas de l'OFNAC. L'OFNAC a parlé essentiellement, le rapport, après, bon, je fais mienne toutes les observations que mon confrère en a fait sur le déroulement, la forme, le procédé. Mais si vous regardez le rapport de l'OFNAC, il y avait 2 points, je crois, 2 points essentiellement, ou 3. Le premier point concernait la gestion du directeur Ablaye Diouf Sarr. Et c'était la vente des pavillons, nous tous on les connaît pour avoir étudié à l'Université de Dakar, des fers forgés espagnols. Des fers espagnols, je ne dis pas c'est pas des fers forgés, mais des pavillons préfabriqués espagnols. Et ces pavillons auraient été vendus à 150 millions. C'est le rapport de l'OFNAC qui le dit, ce n'est pas moi. Là, on incrimine tout simplement le commissaire-priseur, qui est un prestataire extérieur qui a vendu le fer. Je ne l'invente pas, M. Alé l'a repris dans son livre, mais en omettant sciemment de citer le directeur qui était là à l'époque. On dit que c'est le commissaire-priseur qui a commis un détournement de deniers publics. Le commissaire-priseur, sans pour autant avoir l'objectivité intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est sous le magistrat de Diouf Sarr. Ce point-là, il ne le précise pas, il l'a dit, répété, mais et d'autres points. Et le second point, qui est essentiel, qui vaut aujourd'hui, M. Anne, d'être poursuivi, en tout cas d'être vilipendé partout dans la radio depuis plus de 5 ans, c'est les subventions pour la visite du chef de l'État. C'était tantôt 89 millions, eux-mêmes ils se perdent dans leurs chiffres. Tantôt ils vous diront les 7 millions ont été justifiés, donc c'est pas 89, c'est 82 millions de subventions du coût. Et ils vous disent que, oui, M. Babacar Diouf qui était le régisseur, c'est lui le régisseur, c'est pas le directeur qui dépense, c'est le régisseur qui vient, qui dépose, qui justifie auprès de l'ACP. Non, les 82 millions ont été justifiés par de fausses factures. Et M. Alé nous dit dans son livre, ça ne se ressort pas, je pense, du rapport, que oui, on a essayé par la télé, le vérificateur, l'enquêteur aurait dit que j'ai regardé par la télé pour voir si on voyait les costumes qui avaient été achetés. Il faut quand même être sérieux quand même. Et voilà, on en fait maintenant depuis 4 ans. Le Modignan, quand il sort à la télé, des fois Sonko, des fois... Mais s'ils étaient mus quand même par les intérêts de la République, mais il y a combien de rapports, comme l'ont dit mon confrère? Combien nous a coûté l'autre ministre d'État qui est parti, qui a été condamné par la CREI, quelles que soient les critiques qu'on puisse formuler contre cette juridiction? Combien nous a coûté son jet privé qu'il a utilisé au contribuable sénégalais?
un an, c'était presque avec son équipage. Pendant 500, c'était 500 et quelques millions. Mais personne ne s'est acharné autant contre lui. Le ministre du ciel, de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux, ce que les journalistes disaient. Mais personne ne s'est autant acharné pour lui. Quelqu'un qui a géré pendant 5 ans plus de 115 milliards, je pense que si on doit voler, ce n'est pas 82 millions. Ce qui motive cet acharnement, ce n'est pas parce que c'est M. Cheikh Oumar Anne, mais c'est parce que aussi c'est un militant de l'APR. Je réentends encore la conférence de presse de Nafi Ngom Keïta quand il tressait de laurier pour certains DG en disant qu'ils n'ont absolument rien fait, que les gens pensent que oui, mais bon, ils ont vérifié, il n'y avait rien. Ce n'est pas son rôle. C'est pas, alors là, pas du tout son rôle. Son rôle, c'est de déposer un rapport. Et elle introduit en disant, voilà, nous avons épinglé quelqu'un, mais il s'agit du responsable APR de Ndjoum. Ça veut dire que ce n'est pas les fonctions du directeur général du COUD qui étaient visées, c'est les fonctions d'abord du politicien. Et cette vision manichéenne qui consiste à croire que tous ceux qui sont dans l'opposition sont de valeureuses personnes, et tous ceux qui sont au pouvoir, c'est des voleurs, je crois que quand même, il faut arrêter ça. Et d'aligner des choses complètement contradictoires, complètement ridicules, avec des points qui n'ont absolument rien à voir avec la gestion et le rapport. Je crois que quand même, il faut arrêter. C'est un père de famille qui a ses enfants dans ce pays-là, qui a quand même une famille, qui a une maman, et pendant 5 ans, 6 ans qu'on a vilipendé, traité de tous les noms d'oiseaux. J'espère que bon, devant la justice, les gens répondront quand même de leur affirmation. Elles sont libres d'affirmer, mais bon, il faudrait quand même rapporter la preuve de tout ce qu'ils disent. Aller dire que tout Ndjoum a été recruté au COUD, une de ses belles-sœurs ou de ses nièces. Il y a combien le personnel du COUD fait plus de 1000. Ils font plus de 1000, hein? Peut-être que les gens du COUD sont là. Mais on lui reproche d'avoir recruté une personne. Et tous les directeurs qui viennent en général viennent avec leur équipe. Lui, et les gens du COUD ne vont pas nous démentir. Il a travaillé avec les gens qui étaient là. Il a promis les gens qui étaient là. Il n'a amené personne dans sa valise. Et il n'a recruté personne. On lui reproche d'avoir recruté une de ses belles-sœurs. Donc, c'est vraiment subjectif. Il n'y a aucune objectivité dans ce livre. Il n'y a aucune objectivité dans leurs attaques. Et je pense que, bon, la vérité finira par être rétablie un jour. Et je vous remercie. Et je voudrais juste ajouter que dans le rapport de l'OFNAC, le même rapport, il y a eu 87 entreprises qui ont été auditées. 87. Mais vous n'entendrez parler que du COUD. Et pourquoi? Que du COUD. Parce qu'il a refusé tout simplement de répondre, de céder au maître chanteur. C'est ça la vérité aujourd'hui dans ce Sénégal-là. Oui, on a quelque chose. À la suite de l'introduction de mon brillant confrère Babacar Cissé, apporter quelques précisions. Parce que moi, je connais le dossier depuis 2015. Je suis même cité dans le livre. On me reproche d'avoir promis de déposer une plainte et de ne l'avoir jamais fait, ce que j'ai fait pourtant. J'ai eu une copie de la plainte déposée auprès du procureur de la République depuis 2016. Et le procureur, en vertu de ses prérogatives qui lui permettent de juger de l'opportunité des poursuites, a décidé de ne pas donner une suite à cette plainte. C'est la raison pour laquelle cette fois-ci, nous l'avons sauté, comme vous l'a expliqué Babacar Cissé, pour faire une citation directe. Mon intervention sera axée sur le rapport de l'OFNAC d'abord. Ensuite, sur la possibilité que nous offre la loi de poursuivre les auditeurs de l'OFNAC. Parce que j'ai beaucoup entendu sur ce point des choses qui disent que le rapport en fait, des responsables de l'OFNAC ne peut pas être poursuivi. Ils bénéficient d'une immunité à ce niveau-là. Pour ce qui est du rapport, il a beaucoup de limites et il ne peut pas servir de fondement pour poursuivre ou condamner Cheikh Oumar Anne. La première limite, je l'avais dit depuis, même le premier jour lorsqu'il venait, l'auditeur de l'OFNAC, il n'avait pas une mission. On lui avait réclamé sa mission, il a dit qu'il ne l'avait pas, pourtant il a insisté, mais devant sa volonté de faire rejaillir la vérité, M. Cheikh Oumar Anne l'avait laissé travailler. Quand M. Kébé a terminé son pré-rapport, nous nous attendions à recevoir le pré-rapport pour faire nos dires et observations. Parce que c'est ça, quand même,
le minimum de choses que l'OFNAC devrait offrir à M. Cheikh Oumar Anne, c'est-à-dire donner sa version des faits et se défendre dans le rapport. Mais c'est un rapport unilatéralement établi. Alors que nous nous attendions à recevoir, donc, je disais, un pré-rapport, on a vu que l'OFNAC a directement déposé son rapport au niveau du procureur de la République. Donc c'est une version unilatérale des faits qui contient beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Moi, à titre d'exemple, je vais vous dire, par exemple, dans le rapport, je me suis levé un matin, en sortant du douche, mon épouse m'a dit que son ami le directeur du COUD a embauché des morts. Parce que dans la revue de presse, on l'avait dit. Après avoir pris connaissance du dossier, je me suis rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un fait tragique. C'est le décès de 2 agents du COUD qui venaient d'une mission à Thiès et qui sont morts, coincés dans la voiture, brûlés vifs. Le chauffeur n'était pas embauché, c'était un temporaire qui a laissé une veuve et 2 enfants. Il fallait trouver une situation à ce fait pour aider ses héritiers. Dans un premier temps, il a été dit, on va l'embaucher à titre posthume pour permettre à sa femme et à ses époux et à ses enfants de bénéficier des avantages y afférents. Finalement, on a monté un dossier. Lorsque le dossier est arrivé au niveau du directeur, c'est le directeur lui-même qui a dit, non, au lieu de l'embaucher à titre posthume, on va nous le reprocher. C'est vrai qu'on doit faire quelque chose pour sa famille, mais on va engager directement sa femme. Et on a engagé sa femme pour permettre quand même d'entretenir les enfants. Après, on nous dit que Cheikh Oumar Anne a embauché des morts, alors que la vérité, il n'y a jamais eu d'embauchement de morts. Donc c'est un rapport unilatéral qui contient des contre-vérités pour ce qui concerne par exemple les subventions. Les subventions, il faut comprendre que c'était l'année de la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Le campus était chaud. Il fallait gérer cette situation. Quand les policiers sont entrés au niveau du campus pour saccager les chambres des étudiants, il y a par la suite une commission de dédommagement des étudiants qui a évalué le matériel gâché et les préjudices subis par les étudiants. Et la commission a conclu à un montant déterminé. Maintenant, pour indemniser les étudiants, l'État a octroyé au COUD un montant sous forme de subvention. Et c'est ce qui a fait que cette année-là, le montant des subventions a augmenté dans le budget du COUD. C'est simple, c'est facile à expliquer. Et tout le monde sait que Bassirou Faye a été tué à l'université. Tout le monde sait aussi qu'il y a eu saccage des chambres des étudiants par les policiers. Donc voilà des faits qui sont contenus dans le rapport, sur lesquels je pense qu'une explication aurait permis à l'auditeur de savoir que ce n'est pas des faits qui méritent d'être rapportés dans un rapport avec tout ce que cela comporte comme droit. Donc nous avons estimé, et je passe d'autres choses, on a estimé dans le livre, on a dit, Babacar Diouf, il est dans la salle, on lui reproche d'avoir acheté une maison à Ngor, il n'a même pas de maison, il dit c'est pas faux, c'est pas vrai, c'est faux. C'est absolument faux. Il y a des choses, on aurait demandé, les personnes concernées auraient donné leur version, l'affaire se serait terminée là-bas. Donc maintenant, aujourd'hui, je pense que Cheikh Oumar Anne, comme je l'ai dit, quand j'ai ouvert mon dossier, aujourd'hui en préparant la conférence de presse, j'ai demandé à mon assistant de me donner le dossier, et le dossier, je l'ai ouvert en 2016, ça fait presque 4 ans, 5 ans. 4 ans ou 5 ans où on parle du rapport de l'OFNAC, du rapport de Cheikh Oumar Anne. Alors que ce n'est pas Cheikh Oumar Anne uniquement. Il n'y a pas que ce rapport au sein de la République du Sénégal. Il y a des rapports de l'OFNAC qui concernent d'autres sociétés. Et je précise également un autre point faible de ce rapport. Si vous voyez cette année-là, l'année 2015, tous les rapports qui ont été déposés auprès du procureur de la République, c'était des rapports faits et dressés par le département enquête. C'est le rapport du COUD, c'est seul le rapport du COUD a été fait par le département audit. Mais le département audit
L'audit et l'enquête n'obéissent pas aux mêmes règles. Quand vous faites un audit, vous êtes tenu de respecter le principe du contradictoire. C'est parce que c'est le chef du département audit qui a fait le rapport. Donc on ne peut pas nous faire croire que c'est une enquête et ce n'est pas un audit. Parce que le rapport a été dressé par Pape Kébé, qui était le chef du département audit. Respectons d'abord, l'OFNAC se devait donc de respecter le principe du contradictoire pour permettre quand même au rapport d'être opposable à Cheikh Oumar Anne. Moi je considère que ce rapport ne devient pas opposable à Cheikh Oumar Anne parce qu'il a été unilatéralement établi. Nous considérons aussi que dès le dépôt du rapport auprès du procureur de la République, c'est la loi qui le dit, l'OFNAC est décisif. C'est-à-dire que l'OFNAC ne devait plus se prononcer sur le rapport. Il est décisif, c'est la loi qui le dit, l'article 9 ou 10 de la loi sur l'OFNAC. Quand quelqu'un est décisif, il n'a plus également, sa loi portant également la création de l'OFNAC qui le dit, il ne bénéficie plus d'une immunité dans l'exercice de sa mission. La loi dit les responsables, les agents, les auditeurs de l'OFNAC ne peuvent pas être poursuivis dans l'exercice de leur fonction pour des faits ou actes commis dans l'exercice de leur mission. Dans l'exercice de leur mission, c'est vrai, quand ils dressent un rapport, au moment où ils le dressent, jusqu'à leur décision, ils ne peuvent pas être poursuivis. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils terminent le travail et saisissent le procureur de la République, ils sont décisifs et ne sont plus dans l'exercice de leur mission. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il est possible de poursuivre toute personne concernée dans ce dossier-là. Aujourd'hui, donc, il s'agit de se défendre pour M. Cheikh Oumar Anne, parce que moi, je connais le contenu du rapport, je connais bien également l'espace universitaire, j'entends ce que les gens disent sur le rapport, mais c'est exagéré. C'est vraiment exagéré. Il n'y a pas de quoi fouetter le chat. Aujourd'hui, je pense qu'on reproche à M. Anne, qui gère des milliards, plus de 23 milliards ou 25 milliards en 3 ans ou 4 ans, l'utilisation de 82 millions lors de la visite du président de la République. Mais c'est une dépense légale, justifiée. Quand le président de la République construit des pavillons au niveau de l'université, offre aux étudiants où se loger pour étudier et décide de venir pour l'inauguration de ces pavillons universitaires et que le cours décide, les étudiants ils décident de l'accueillir, d'organiser une cérémonie, ça a un coût, c'est tout à fait normal. On a fait un scandale et c'est moins de 100 millions. Aujourd'hui, je pense que les personnes concernées répondront devant le tribunal, ils justifieront leurs allégations devant le tribunal et le tribunal décidera, voilà, dira la vérité judiciaire. Voilà les